Personne aujourd'hui ne peut demander à un Africain de démontrer la parenté entre l'Égypte ancienne et l'Afrique moderne. Nous ne discutons plus de ça. Ça a été déjà réglé et c'est peut-être ce qui fait le bonheur de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, c'est d'avoir réglé tous les problèmes techniques. Il n'y a plus de discussion sur les problèmes techniques, à savoir qu'est-ce qui nous rattache aujourd'hui à l'Égypte ancienne. Est-ce que l'Égypte pharaonique et l'Afrique noire d'aujourd'hui ont des connivences? Nous n'en discutons pas parce que ça a été déjà établi de façon magistrale et par le professeur Obenga et par le professeur Cheikh Anta Diop. Au niveau de linguistique, et à deux d'ailleurs, le professeur Cheikh Anta Diop a laissé des notes qui ont été publiées. Son dernier livre, c'est un livre aussi monumental sur l'Égypte, les pharaoniques, les langues africaines modernes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de débat, comme ils le disent. Et quel est le débat qui se pose aujourd'hui? Le débat qui se pose aujourd'hui en matière de la Renaissance africaine, c'est justement la réappropriation de notre historicité pharaonique pour bâtir l'État fédéral multinational africain moderne. Comment nous allons nous approprier? Et nous aussi, nous avons l'obligation de faire ce qu'on appelle les humanités, ce qu'on appelle les humanités gréco-égypto, n'est-ce pas, égypto-africaines, qui se structurent autour du pharaonique, c'est-à-dire l'étude de la langue pharaonique, et qui se structurent aujourd'hui autour de tous les savoirs, de tout ce que les Égyptiens ont fait à travers l'anthropologie, à travers le droit, l'État, tout. Et est-ce qu'eux-mêmes, là, les Égyptiens, ils reconnaissent au moins que c'était des Noirs ou bien ils sont dans cette logique occidentale que c'était toujours... Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Mais, bon, c'est pas un problème. Quoi. Pour eux, on ne peut pas en parler. Mais ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, bon, ils ne connaissent pas. Mais les savants de Jésus, puisqu'on discute, il y a les livres, il y a tout, ils connaissent. Ils connaissent, mais ils font un peu comme l'égyptologie occidentale. On connaît, mais on ne met pas l'accent sur ça. Moi, quand j'ai étudié ça, à Genève ou à Paris, mais on ne parle pas de la race, on ne parle pas de... Non. On étudie ça comme on étudie le grec, le latin ou des choses comme ça. Ça envoie les incidences. Mais le fait que je sois présent, que des noirs, quand même, bon, ça pose des questions, ta présence. Oui. Lui, il étudie dans quel intérêt? Est-ce que c'est pour savoir ou pour s'armer pour le combat? Moi, j'ai étudié pour m'armer pour le combat. Mais les autres collègues français, ils étudiaient pour étudier. Ils n'étudiaient pas dans la même perspective, si bien que moi, j'ai rapproché ça des langues africaines, comme Cheikh, ils ne pouvaient pas le faire. Ils étudient ça juste objet de musée, ils sont savants, ils lisent les hiéroglyphes, ils étudient, ils ont des colloques, ils ont des congrès. De temps en temps, ils éblouissent le peuple parisien pour faire les musées, des choses comme ça. Mais nous, on n'étudie ça pas pour ça. Nous, on étudie pour, comme a dit le professeur Kabongo, c'est pour nous approprier notre culture, notre civilisation. Au début, il y avait Cheikh Anta Diop tout seul. On l'a pris pour un fou. On l'a opposé, etc. On l'a minimisé. L'Occident a appuyé ça. Tous les africanistes français, les Balandier, les Suré-Canard, les Jean-Pierre Chrétien, les Moni, et tout le monde, tous sans exception, aujourd'hui même, les Madame Claude le Pérou, tous ces gens-là, les Fauvel, tous ces gens ont ridiculisé Cheikh Anta Diop. Mais ils ne suivent plus, parce qu'ils ne connaissent même pas de ce dont ils parlent. Ils ne suivent même plus, et l'Afrique avance. Alors, même Monseigneur Tchibango à l'époque voulait, avec les Bilolo, qu'on crée un centre d'égyptologie ici avec Cheikh Anta Diop. On va créer à Dakar, il y en a au Cameroun, il y en a ici, on va créer à Brazzaville, ça va se développer. Il suffit qu'il y ait quelques foyers, puis ça va se développer. Mais moi, j'ai comparé avec les langues. L'égyptien ancien et le Yoruba, les langues du Niger, ça a un sens. L'égyptien avec le baoulé de la Côte d'Ivoire, j'ai comparé, ça donne. Avec le Dogon du Mali, ça donne. Avec le Dagara du Burkina Faso, ça donne. Avec les langues du Baret Ghazal, c'est-à-dire au nord de Juba, au Soudan. J'ai comparé, ça donne. Et ici, puis j'ai comparé avec une langue bantou. Ça marche, donc ça marche avec toutes les langues bantou.
Bilolo a publié dernièrement un livre, il a comparé avec les Tchoulouba. Ouais. Bilolo Mbabing, qui est aussi un grand égyptologue Oui, congolais, oui, Bilolo. il a Ouais. fait la comparaison avec les Tchukam et les Tchoulouba et Ouais, ouais. l'Égyptien ancien. Non, ce qu'il faut dire est que, comme dit le professeur Obenga, l'égyptologie n'a jamais été africaine, en fait. Ouais. Quand les Champollion déchiffrent les Égyptiens anciens, ils découvrent que tous les savoirs occidentaux qu'on prétendait appartenir à la Grèce appartiennent en réalité à l'Égypte ancienne. Ouais, ouais. Et ils se disent, voilà, donc la civilisation mère de la civilisation occidentale, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Égypte ancienne. Ouais. Et voilà, l'Égypte est détachée du monde noir, l'Égypte est blanche. C'est tout. Ouais, ouais. Jusqu'à ce que Cheikh Anta Diop commence à étudier la langue et découvre, par un faisceau n'est-ce pas, d'arguments, que non, l'Égypte n'appartient pas aux Blancs. Et comme il est le premier égyptologue africain, Ouais. il dit non, c'est ça la thèse fondamentale, c'est que l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui est la matrice de toutes les civilisations, de toutes les sciences, des philosophies et tout, n'est pas blanche. C'est ça la thèse fondamentale de Cheikh Anta Diop. Ouais, Et ouais. il est noir, il est nègre, il est africaine, il est congolaise, brasiloise et tout, autrement que blanche. Et de ce moment-là, tous les intérêts occidentaux entrent en guerre contre Cheikh Anta Diop et détruisent. Enfin, ils n'ont pas détruit la thèse parce qu'ils ne l'ont même pas accepté. Nous sommes en 1949, quand il présente, il s'est fait inscrire à la Sorbonne pour une thèse sur l'avenir de la pensée africaine avec Gaston Bachelard, et une deuxième thèse avec Marcel Guillaume sur qu'étaient les Égyptiens prédynastiques. Personne n'accepte qu'il défende sa thèse. Et aucun jury ne l'accepte. Heureusement pour lui, cette thèse serait restée dans les tiroirs si Alioune Diop n'avait pas créé en 1947 les éditions Présence africaine, qui vont publier en 1954 l'ensemble des thèses, la thèse principale et la thèse secondaire, sous forme d'un grand livre que nous appelons aujourd'hui Nation, nègres et culture. Et ces livres-là démontrent, et Cheikh Anta Diop démontre que voilà, l'égyptologie occidentale affirme que l'Égypte dynastique et prédynastique est une entité blanche. C'est faux. C'est une entité noire. Et voilà les preuves. Et il aligne un faisceau de preuves. Il prend toutes les preuves. C'est-à-dire d'abord ce que les Égyptiens enseignants, ce que les contemporains des Égyptiens enseignants. De toute façon, tu es en train de passer l'examen devant les maîtres. Non, mon examen, je l'ai passé depuis toujours. Quand j'ai fait ma thèse, la première copie de ma thèse a été déposée chez Obenga en 1910. Ok, c'est pas grave. Mais professeur, est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous avez eu aussi à avoir cette antipathie de la part de certains occidentaux qui veulent un peu vous faire taire parce que vous remettez en cause un peu toutes leurs thèses? Oui, ça dit que c'est... Il y a aussi les habitudes, hein, tu vois, les paradigmes. On fait comme ça, les ancêtres ont fait comme ça, tous les grands savants ont fait comme ça. Donc c'est établi, la science officielle. Tu vois, les Champollion, les Maspero, les gars de Berlin, les gars de Londres, aux États-Unis, la science occidentale a établi que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois, et les étudiants qui viennent, ou le peuple, bon, on suit ce que les gens disent. On dit comme si on nous dit la physique, la chimie physique, le nucléaire se comporte comme ça, la matière, on suit ce que les savants disent. Ou les médecins nous disent que c'est comme ça, on suit, puisqu'ils connaissent. Bon, dans le cas de l'histoire, on suit aussi. Hein? Si on nous décrit l'histoire de Napoléon ou ceci, on suit un peu. Et du coup, les gens suivent, même quand c'est faux, ils suivent. Or, il se trouve que ce qu'on a dit de l'Égypte antique par rapport à l'Afrique noire, c'est tout à fait faux. C'est que l'Égypte antique est... bon, ils connaissent maintenant. Et ils disent, quand on discute avec eux, ils disent, bon, de toute façon, bon, si vous avez raison, mais ce n'est pas à nous de le prouver, c'est à vous de faire votre boulot. Ils disent ça, les professeurs disent ça. Ils disent, oui, vous pouvez avoir raison, mais vous voulez que nous on laisse tout l'héritage, 40 ans, tout ça, on a fait ça. On va dire à vos thèses, faites vous-même vos thèses. Tu vois? Donc, c'est un peu ce débat. Ils ne veulent pas changer par habitude et non par attitude scientifique. Ils ne veulent pas changer. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que les Africains ils veulent toujours demander la permission, quoi. Ce que je fais, est-ce que c'est bon? La manière de danser, est-ce que c'est bon? La manière de mettre ma cravate, est-ce que c'est bon? La manière de marcher dans la rue, est-ce que c'est bon?
On demande trop la permission pour être l'existence. C'est une existence de permission. Hein? Mais les Américains demandent la permission à personne. Ils s'habillent, ils mangent leur fast-food, et ça, ils font ce qu'ils veulent. Les Français ne demandent la permission à personne. Les Belges ne demandent la permission à personne. Ils font, tu trouves bien leur manière de boire la bière. C'est ton problème. Tu trouves que c'est pas beau, la simple n'a pas, girl me simple n'a pas bon goût. C'est ton problème. Tu vois? Mais nous, pour boire la bière, il faut demander la permission. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est malade? C'est un peuple un peu qui a subi, qui a été victime et qui a perdu la confiance en lui-même. Si un noir me dit que ceci, c'est ça, moi je ne crois pas. Tu vois? Et il faut qu'un blanc dise. Là, je dis, même si c'est faux, hein, je crois. Et le blanc doit révéler nos savants. Hein, comme Modibo Diarra, il fait les calculs pour lancer les vaisseaux spatiaux, et révélé par les blancs. Il dit, ah oui, donc il connaît. Mais tant qu'il n'était pas révélé, il avait toujours la même science. Exactement. Mais on n'y croyait pas. Tu vois, on a besoin trop de permission. C'est ça l'attitude d'un type qui a été vaincu. Même s'il est champion, il faut que le blanc lui déclare que tu es champion. Sinon, il ne croit pas. Lui-même, il ne croit pas qu'il est champion. Il n'a pas confiance en lui-même. Voilà, c'est ça notre malheur. Cette permission. Mais comme les autres aussi savent notre faiblesse, ils ne vous donneront jamais la permission. Ils diront oui, c'est pas fondé, oui, tout le monde n'est pas d'accord, c'est du racisme à rebours, des choses comme ça. Et ça va tout, parce qu'ils le disent en sachant que l'autre a toujours besoin de permission. Comment on ne va pas donner la permission, on n'a qu'à aller se faire voir, c'est tout. Mais vous avez En passé... fait, le problème que pose le professeur Benga, comme je suis en train de dire, c'est que les Africains, nous avons en tant qu'Africains subi des traumatismes, de grands traumatismes pendant l'histoire, pendant la traite négrière, pendant la colonisation, et que ce traumatisme continue jusqu'à présent à produire les effets sur nous. Nous avons perdu confiance en nous-mêmes, nous avons perdu la même mise sur notre destin, nous avons perdu tout ce qu'on appelle les capacités fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire la créativité. Nous avons perdu notre créativité, et que pour recréer, pour créer en nous, n'est-ce pas, recréer la confiance en nous-mêmes, pour recapturer la confiance en nous-mêmes, il faut nous rattacher à un puissant passé, à un puissant, créer chez nous un sentiment, ce qu'on appelle un sentiment de conscience historique, c'est-à-dire en nous rattachant à un puissant passé, à un passé puissant et long, qui nous permet de faire, n'est-ce pas, une continuité historique, de recapturer le temps, de recapturer notre historicité, et puis d'avoir confiance en nous-mêmes et de nous battre à main égale avec l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, l'Occident profite de toutes ces faiblesses, de cette absence d'autonomie de la conscience historique. Nous n'avons pas une autonomie de la conscience politique. Et alors, nous devons nous battre aujourd'hui, et je crois que c'est la bataille la plus importante, pour recapturer notre historicité et créer en nous un puissant sentiment. Je voudrais profiter parce que les profs... Oui, je crois que c'est ça, la vraie bataille, c'est au moins, tu sais, se faire prendre toujours du temps des générations. Au moins, il faut désaliéner les êtres humains. Or, le problème aujourd'hui, il faut désaliéner l'Africain, l'homme noir africain. Il est complètement assez aliéné. Il faut le désaliéner. Et une fois qu'il est désaliéné, vous allez voir, il va faire des miracles. Il va devenir un prométhée. Il y a un colosse qui dort, comme dit, il y a un colosse qui dort, et ces colosses, il faut les réveiller. Il faut les réveiller en lui rappelant, en disant des bonnes choses sur lui-même, parce que c'est ça le problème chez nous, est que nous n'avons pas à inventer une histoire. Il est là, elle est grandiose, elle existe. Nous n'avons pas à l'inventer. Avant de créer la première civilisation humaine connue, la civilisation soudanaise nilotique, avoir créé la plus brillante civilisation humaine de temps proto-historique, la civilisation égyptienne, ce sont des choses sur lesquelles autour desquelles nous devons parler, nous rappeler tout le temps. Vous avez aussi des professeurs, paraît-il, qui vont dire que vous êtes radical, vous n'avez pas de compromis sur cette question-là. Non, mais parce que les compromis ne servent même pas celui qui est en face de vous, encore moins vous-même. Alors pourquoi faire? Pour lui faire plaisir, ça ne lui dit rien. Tu fais des compromis, tu dis oui, d'accord, ça ne lui dit rien, il se moque. Et bon, à quoi bon de se moquer, faire les compromis? Bon, si vous faites, vous n'avez pas d'avantage aussi à le faire. Et puis donc, de toute façon, une solution de compromis, c'est-à-dire de demi-mesure, de peur, ça traduit plutôt la peur, l'hésitation, le manque de confiance. C'est un compromis dans ce genre de problème. Il n'y a pas de compromis parce que
Sinon, c'est aussi du mensonge à la longue. Donc, vous voulez dire que tous les Blancs disent le mensonge? Il n'y a personne qui dit la vérité? Oui, pour l'Afrique, oui. Pour l'Afrique. Aucun ne dit la vérité? Non, aucun, absolument aucun. Et je peux le prouver A plus B. Oh, prouvez-le, professeur. Prouvez-le qu'ils disent tous des mensonges. Mais tous. Tous. Ça, tous, sans exception. Donc, il n'y a pas d'égyptologue qui pense... Non, mais je peux prendre les égyptologues. Non, il n'y a aucun égyptologue qui a dit que l'Afrique, l'Égypte antique était noire, si les gens sont noirs. Ils ont dit que... non, mais ils ont dit que c'était une race méditerranéenne brune. Oui. Bon, ils ont dit que... Et que les pharaons anciens étaient une langue sémitique. Oui, une langue sémitique. Ils n'ont pas reconnu tous. Peut-être Champollion, qui a dit que ce n'est pas une langue sémitique. Il a dit que ce n'est pas une langue sémitique. Mais son frère, après Champollion Figeac, lui, ouais. est revenu sur ce que son frère, qui était le plus grand génie, a dit, pour dire non, il s'est trompé. Même au Caire, là, c'était le débat. Sonoron, le professeur Serge Sonoron, un grand égyptologue français, pendant les pauses au Caire, il m'a dit que vous avez raison, il faut travailler du côté des langues africaines. Mais il fallait le dire en public. Il n'ose pas dire ça en public. Non, parce que les autres vont dire, mais comment tu trahis la cause? Tous, ils sont tous, enfin, comment dire, c'est peut-être pas menteurs au sens... c'est instinctif, hein, c'est instinctif. Mais prof, parce que, les pesanteurs qui pèsent sur nous en tant qu'ex-colonisés pèsent aussi sur l'Occident en tant qu'ex-colonisateur. Oui, bien sûr. Quand le professeur Moumouni fait l'étude du portrait du colonisateur, on fait aussi l'étude du portrait du colonisateur. Il ne peut pas se départir de ces complexes de supériorité qui constituent sa vie pendant 10 siècles. C'est pas facile. Ça lui a facilité la vie de nous coloniser, de nous exploiter. Maintenant, la décolonisation que nous voulons ici, c'est-à-dire à savoir avoir les mêmes, avoir notre propre perception positive. Et il ne peut pas l'accepter parce que ça signifie que nous allons leur couper les vivres. Pour décoloniser. Nous sommes décolonisés, nous. Hein? Mais la colonisation, c'est le lien, l'esclave et le maître. C'est ça. Hein? Nous sommes décolonisés. Mais le colonisateur doit aussi décoloniser. Or, ce n'est pas son cas. Lui, il ne l'est pas. Professeur, je pense qu'on avait parlé un peu de Black Athéna. Est-ce que ça, quand tu dis Black Athéna ou bien la terre noire, ça signifie que c'était des noirs qui étaient là-bas ou bien c'était la pensée noire? Non, Black Athéna, j'ai discuté avec Bernard. J'ai discuté avec lui. Il m'a abordé au cours d'une conférence en Floride. On a sympathisé, on a pris des photos ensemble. Je lui ai posé des questions. C'est presque le neveu de Gardiner. Ah, donc là, la pensée déjà orientée. Non, il est un grand égyptologue. Donc c'est un monsieur qui est bien. Mais lui, il a montré que on a faussé l'histoire de la Grèce. L'Occident a faussé l'histoire de la Grèce. Il s'appelle Bernal. Bernal, oui. Martin. Il a dit que l'Occident a faussé l'histoire de la Grèce. Il a essayé de faire la démonstration. Les savants allemands fabriquaient une Grèce à eux. Tout le monde, parce qu'ils voulaient s'approprier cette Grèce-là. Il a trouvé que c'était... et qu'il y a des racines de la civilisation grecque sont des racines asiatiques ou africaines. Ça n'a rien à voir avec une civilisation qui n'est pas née du néant. Bon, on a traduit le livre en français. Il m'a dit que les éditions blâmaient les gens qui avaient traduit en France, pour te dire. Donc, ils n'étaient même pas contents qu'on traduise Bernal en français. Il a 3 volumes, ils ont fait peut-être 1 ou 2. Le reste, là, le dernier linguistique, ils n'ont pas traduit encore. Voilà, on n'invente rien, on n'a pas de mépris ou de haine ou de comme ça. L'Occident, que ce soit cette génération passée, la génération actuelle ou la génération future, ce n'est pas la peine de discuter avec eux vos affaires intimes, votre histoire, vos langues, votre civilisation. Les Noirs peuvent les faire, peuvent l'étudier. Leurs livres, il faut simplement les garder dans les bibliothèques pour souvenir, ou mieux les brûler, parce que ça ne sert à rien, c'est tout. Et comme ça, ils vont changer. S'ils ont un faible devant, ils se croient toujours fort. Mais s'ils ont une force devant, ils diront, bon, on s'est trompé, c'était pas comme ça, et discutons à nouveau
Bâtissons de nouveaux paradigmes. L'Occident a besoin de ça. Mais quand il vient, il trouve notre faiblesse. Il dit, bon, écoutez, ils n'ont qu'à rester faibles. Entre-temps, je prends leur mine et tout. Mais s'il trouve qu'on est fort, il va dire, bon, écoutez, on discute. Il ne critique plus les Chinois. En France, personne ne dit les chinoiseries. Non. On ne dit plus ça. Parce qu'ils sont puissants. Oui, on respecte les Chinois, on discute affaires avec eux. On dit les Shintok, les chinoiseries, on ne les méprise plus. Parce qu'ils trouvent que non, respectons-les. Tu vois, on introduit le respect. Mais chez nous, le respect est exclu, on n'introduit pas le respect. On dit que tout est grave en Afrique. Vous ne respectez pas les droits humains, c'est extrêmement grave. Vous ne respectez pas la bonne gouvernance, c'est extrêmement grave. Vous êtes corrompus, les seuls corrompus au monde, c'est nous. Bon, y a que tout ce que nous faisons est mauvais, mauvais, mauvais. Alors quand tu vois les procès qui se passent aux États-Unis, c'est les plus voleurs, les plus corrompus, c'est les gouvernements occidentaux, les plus corrompus de tous les corrompus de la terre. Il faut voir ce qu'il faut en Italie, les Berlusconi, tous. Un chef d'État africain fait ça, va faire des surprises, partir avec des prostituées. On ne dit rien, on l'appelle Cavaliero. C'est très fier. Mais quand c'est nous, mais c'est ça la faiblesse africaine. Ouais. Là-bas, c'est Fiero, c'est un Cavaliero. Mais quand c'est nous, on dit, oh, C'est sida. C'est le sida, ils sont dans la boue, ils méprisent. Là-bas, il n'y a pas de droit. Ils ont les masses de les masses de l'État aussi, les radios, télévisions de l'État, qui mettent leurs parents ou leurs amis et tout ça. Mais on n'en parle pas. Ici, dès que tu fais dire oui, le chef d'État a pris tous les masses médias, il met ses parents. Mais eux, ils le font là-bas, tout le temps. Donc, je crois que même le dialogue avec eux, il faut rompre, c'est même pas la peine. Cette colonisation nous a rendu de mauvais services. Il faut nous guérir, il faut les guérir aussi. Il faut couper, c'est même pas la peine qu'ils ne viennent pas en Afrique. On n'a pas besoin d'eux sur l'Afrique. Ici, sur le continent, on n'a besoin d'aucun Occident. Ils ont la même, tout le monde fait la technique. Il vaut mieux faire avec les Russes, avec les Indiens, avec les Chinois. Hein. Vaut mieux. Hein. Vaut mieux. Il ne faut pas faire avec eux. Moi, je crois que les peuples qui n'ont pas de tradition de colonisation en Afrique, c'est encore le dialogue est possible. Mais les peuples qui ont une tradition de colonisation, tu as beau faire, c'est trop fort, plus fort que nous, plus fort qu'eux. Il faut rompre avec eux, c'est tout. Il ne faut pas qu'ils viennent chez nous et que même qu'on n'aille même pas là-bas, on s'en fout. Je dis, le problème qui est là est que le comportement méprisant des Occidentaux à l'égard des Noirs n'ont pas changé. Il y a quelques siècles, on prenait par exemple un Congolais qui s'appelle Otabengue, a été promené aux États-Unis dans les musées. On disait que c'était un animal. C'est un Congolais, Otabengue, qui a été promené comme ça aux États-Unis pendant des années et des années. Il est mort, il s'est suicidé d'ailleurs. Comme un grand biologiste français, Cuvillier, avait pris en otage une femme sud-africaine. Oui, j'ai vu les La venue Sotanto. La venue Sotanto a été gardée. Oui, on a trituré son sexe, on a mis dans les bocaux. C'est ça. Et quand l'Afrique du Sud indépendante a demandé qu'on donne le squelette de la venue Sotanto, Madame Bergman, hein, le bocal que nous, on voyait bien au musée d'histoire naturelle à Paris, au jardin. Hein,